Je suis fier et très heureux d'accueillir ici une très grande dame, une sénatrice qui a fait ses preuves en République démocratique du Congo et qui aujourd'hui a pris son bâton de pèlerin pour alerter l'opinion française sur la situation en République démocratique du Congo, mais aussi l'opinion internationale. Fier de recevoir Mme Vicky, sénatrice. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le J'ai envie même de dire dans votre patois ce qu'on appelle Mbote. Mbote Mingi. Alors d'abord, Madame la sénatrice, est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même, ce qui vous a amené à faire de la politique, votre parcours personnel? Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Katumwa Mukala Vicky. D'habitude, on m'appelle Vicky Katumwa. Aujourd'hui, je suis sénatrice parce que vous parlez de mon parcours. Je suis signataire de l'accord global et inclusif de Sun City en 2002. Et après la signature de l'accord global inclusif, j'ai été cooptée députée pendant la transition d'1+4. Et après, j'ai été élue 2 fois députée au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis à mon 2e mandat au Sénat de la République démocratique du Congo. Voilà, brièvement mon parcours. Très beau parcours. Mais comme vous n'êtes pas seul, il y a Arlette et toutes vos collègues. Évidemment, elles apportent un plus dans ce que vous faites. Arlette et l'autre collègue sénatrice, je crois, qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'elles, puisqu'elles sont avec vous? Oui, elles sont parties malheureusement. Je suis dans ce pèlerinage, comme vous l'avez si bien dit, avec deux de mes collègues. Il y a la sénatrice Madeleine Nikomba Sabangou et Arlette Bahati Tito. Elles sont rentrées parce que nous sommes pendant la session. Madeleine est rentrée depuis hier et Arlette devrait passer par Bruxelles. Elles sont rentrées au pays et donc là, je suis seule. Comme j'ai reçu l'invitation, il fallait que je vienne répondre à votre invitation. Mais sinon, elles sont aussi sénatrices. Madeleine a été gouverneure de sa province, la province de la Chopo, et en même temps sénatrice, avant d'être gouverneure. Donc, elle est aussi comme moi à son 2e mandat en tant que sénatrice. Et Madame Bahati Tito Arlette, elle est à son 1er mandat en tant que sénatrice. Et toutes les deux, s'il faut le souligner, elles président de grandes commissions du Sénat. Madeleine préside la commission des infrastructures et Arlette préside la commission de l'environnement. Très bien. Vous savez, madame, le Sénat, c'est important dans un moment difficile. Le Sénat, c'est un peu ce qu'il faut appeler l'institution qui, évidemment, donne ce qu'on appelle le nouveau souffle aux grandes institutions d'État. Alors, concrètement, quel est aujourd'hui votre rôle à vous et le rôle du Sénat en République démocratique du Congo? Bon, les attributions du Sénat sont connues. Hein? Les attributions du Sénat sont les mêmes que celles de l'Assemblée nationale. La seule différence est que le Sénat et les sénateurs sont élus au 2e degré, tandis que les députés sont élus au suffrage universel direct. Et aussi le Sénat, bien que le Sénat représente la nation, mais aussi il représente les provinces. Donc nous sommes l'émanation des provinces, nous représentons aussi les institutions provinciales. Mais sinon, les attributions sont des attributions classiques. Nous votons les lois et nous contrôlons le gouvernement, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que le Sénat ne peut pas faire une motion de censure ou une motion de défiance à un membre du gouvernement. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Maintenant, vous savez que quel est aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'il y a, le Rwanda qui attaque un grand pays comme la République démocratique du Congo. Kagame est une marionnette qui fait beaucoup de mal à lui-même. Parce que tôt ou tard, s'il continue à agresser la République démocratique du Congo, il risque de se retrouver devant la CPI. C'est très important. Alors vous, concrètement, quelles sont vos priorités? Parce que tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Mais quelles sont aujourd'hui les priorités parmi les priorités?
Nous, en tant que sénatrices, dans notre combat, nous avons pensé qu'il faut d'abord commencer par déconstruire l'histoire. Déconstruire l'histoire, comme vous le dites, Kagame est marionnette. Et aussi, dans son rôle de marionnette, ce président rwandais a vendu le vent à travers le monde. À travers ses émissaires, ils ont vendu le vent, c'est-à-dire ils ont vendu le mensonge, en nous présentant la République démocratique du Congo comme étant un pays qui abrite les génocidaires qui sont ses propres frères rwandais qui ont fui, qui sont entrés, comme vous le savez, en 1974, il y a eu le génocide au Rwanda. Et la communauté internationale avait demandé à la République démocratique du Congo, à travers une résolution des Nations Unies, pour que la République démocratique du Congo reçoive les réfugiés rwandais sous son sol. Et c'est ce qui fut fait. Et donc, aujourd'hui, ça devient l'arme de Kagame qui dit que c'est la République démocratique du Congo qui abrite les génocidaires qui cherchent à le renverser. Alors nous disons que ça c'est un mensonge et honteux qu'on doit déconstruire parce que ces génocidaires est un nombre de combien? Si nous comptons aujourd'hui, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont devenus déjà très vieux, qui n'ont même plus la force de combattre. Il y en a qui sont morts parce qu'ils étaient en brousse. Il y en a qui se sont éparpillés à travers le monde. Bien sûr, qui sont entrés par la République démocratique du Congo, mais qui ne sont pas restés au Congo. Et aussi, l'armée rwandaise est déjà entrée au Congo plusieurs fois. L'armée rwandaise fait des incursions au Congo plusieurs fois. Comment est-ce que l'armée rwandaise ne parvient pas à démanteler ses ennemis, soi-disant ennemis, pendant toutes ces incursions? Je me rappelle même qu'en 2009, l'armée rwandaise est entrée officiellement, n'est-ce pas, de concert avec l'armée congolaise pour traquer les FDLR. Et donc, nous pensons qu'il faut arriver à dire la vraie vérité. Kagame est sur notre sol pour piller. Kagame est sur le sol congolais pour tuer, pour avilir la femme congolaise, avec tout ce que nous connaissons comme viol, avec tout ce que nous connaissons comme tuerie. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, messieurs l'Anciné, il n'y a pas de vie à l'est de la République démocratique du Congo. Les gens souffrent. Les vieillards errent dans la nature. Et vous savez, c'est la période de la saison des pluies. Tous les villages décimés, les femmes éventrées, les femmes tuées, les femmes violées. Et donc, c'est toute la dignité congolaise qui est partie en l'air. Et donc, c'est pour cela que nous nous battons pour qu'on arrive à expliquer au monde que tout ce que Kagame a monté comme discours, ce n'était que du mensonge. Madame, je suis très fier de vous parce que la femme en République démocratique du Congo est le socle de l'avenir de ce pays, de ce grand pays. Quand Laurent Désiré Kabila a fait son déplacement en 2099 à Paris, ça a été son dernier voyage. Il est venu, il a été reçu par Jacques Chirac. J'aurais dû vous amener le journal parce que c'est nous qui avons couvert. Et quand on a vu la situation dans laquelle il s'était mis, puisque c'était fait accompagner par les Rwandais, les Ougandais et autres là, on lui a dit, Monsieur le Président, il faut vous défaire de ces gens-là. C'est des affairistes. Vous vous faites accompagner. Bien sûr qu'ils ont chassé Mobutu. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont chassé Mobutu? On lui a dit ça quand il est venu. Ça a été son dernier et unique voyage. Et c'est nous qui avons envoyé Tchanamwana pour lui dire, voilà, maintenant, il faut absolument valoriser les femmes, faire en sorte que l'art congolais, la musique congolaise devienne ce qu'on appelle une industrie. Malheureusement, il ne nous a pas tellement écoutés et ils l'ont tué. Il a été tué parce qu'il ne nous a pas écoutés. S'il nous avait écoutés, il se serait défait des Rwandais, des Ougandais et autres là qui ne sont que des affairistes. Madame, maintenant, vous, sénatrice, honnêtement, est-ce que déjà Tshisekedi vous donne les moyens de vous faire entendre, de vous imposer, d'expliquer la détresse des femmes congolaises? Est-ce que Tshisekedi est un président qui sait que les femmes congolaises seules peuvent apporter ce que j'appelle une certaine lumière? Messieurs les journalistes, nous dépendons du Sénat. Le Sénat, c'est une institution comme l'institution président de la République. Nous n'allons pas chaque fois nous accrocher au président
de la République. Nous savons que le président a de lourdes charges. Ce que nous faisons, ce qui est mis à notre portée, avec d'autres compatriotes qui accompagnent le président de la République dans cette lutte, nous nous engageons. Donc nous n'allons pas trop les surcharger. Le président est trop surchargé. Il est en train de rechercher la paix à gauche, à droite, mais avec des compatriotes qui ont compris son combat. Et nous nous disons, allons-y. Allons-y rechercher la paix là où on doit la rechercher. C'est ici où il y a les multinationales. Les multinationales ne vivent pas au Congo. Les multinationales qui achètent les minerais de sang sont ici en Occident. Et c'est pour cela que nous disons, allons vers ces multinationales. Allons vers la société civile qui va nous aider. Et lorsque nous sommes arrivés à Paris, il y a 2 mois, nous avons quand même trouvé une oreille attentive à travers une frange de la société civile. Et c'est pour cela que vous voyez, nous avons mis en place un comité qu'on appelle le comité des justes pour le Congo, qui est constitué et des Congolais, et des Africains, et des Français qui ont accepté de nous accompagner dans ce combat. Et d'ailleurs, pour vous dire, je suis accompagnée de Madame Louisa Mesgreb, qui est la chargée de mission de ce comité ici en France. Elle est française, elle, mais qui ont accepté, ils ont accepté avec les autres Français de nous accompagner dans cette déconstruction de l'histoire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est très bien parce que vous avez fait un manifeste à Paris. Bien sûr. Pour expliquer la situation, présenter sérieusement l'état des choses, en quoi consiste ce manifeste et pour le moment où on est ce manifeste. Oui, ce manifeste exige qu'on brise le silence. Ce manifeste exige que la justice soit faite. Ce manifeste demande à ce que les actions humanitaires soient prises en République démocratique du Congo pour accompagner ces femmes violées, ces enfants qui errent dans la nature, ces vieillards de 3e âge qui n'ont plus d'abri. Voilà grosso modo ce que dit ce manifeste. D'abord, briser le silence, parce que l'État français surtout s'effiche dans le mutisme que nous, on ne comprend pas. Et j'ai suivi hier, ici à Paris, où le président de la République est en train de demander à ce qu'il y ait des garde-fous entre l'accord de cessez-le-feu qui a été pris entre l'Ukraine et la Russie. Mais il a tourné le dos complètement à la République démocratique du Congo, qui est un grand pays francophone. On ne peut pas parler de la francophonie sans la République démocratique du Congo. Mais c'est ce que moi je ne comprends pas. Pourquoi le président de la République française apporte beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passe en Ukraine qu'à ce qui se passe au Congo? Il devrait en plus soutenir le Congo avec lequel il partage la langue, avec lequel il partage la même culture. N'est-ce pas? Parce que nous, lorsque nous quittons le Congo, nous arrivons en France, je suis chez moi. Parce que je peux m'exprimer, me faire entendre. Et je me sens très proche des Français que des anglophones. Donc, on ne comprend plus rien. C'est ce qu'on veut, briser le silence. Madame, vous êtes ici parce que vous avez tout compris. Nous, on aurait aimé qu'il y ait une Congolaise qui soit à la tête de l'OIF, au lieu de mettre une Rwandaise. C'est une erreur, et je vous comprends. Comment Emmanuel Macron, au lieu de prendre une Congolaise pour mettre à la direction de l'organisation de la francophonie, va chercher une Rwandaise? À mon avis, c'est une grosse erreur, déjà. Ensuite, quelles sont les institutions et les personnalités françaises qui ont signé ce manifeste? Parce qu'il faut qu'ils signent, qu'ils sachent ce qui se passe. Oui, il y a des députés, il y a des sénateurs qui étaient là, qui ont accepté. Il y a certains conseillers communaux, il y a des journalistes, des renom, il y a des femmes dans la société civile. On a eu plusieurs fois, bon, c'était une très bonne sélection qu'on a faite. On n'avait pas besoin de beaucoup de personnes, mais au moins parmi les 60 invités, je crois que tous les 60 ont signé. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a attiré les gens, parce que j'ai même suivi
un compatriote de la diaspora qui a déclaré que c'était la première fois qu'il voit de telles manifestations s'organiser pour la République démocratique du Congo. Aussi, par rapport au président français, j'ai oublié de mentionner que je l'ai suivi quand il était au Madagascar dernièrement, déclaré quand on lui posait des questions sur la République démocratique du Congo, il a dit qu'il y avait des conflits interethniques. Non, il n'y a pas de conflit interethnique au Congo. Nous, les Congolais, nous vivons en symbiose. Depuis que le président Mobutu nous a laissés unis, nous, les Congolais, nous sommes unis. Moi, je suis du Tanganyika. Le Tanganyika, c'est la partie nord-est du Katanga, de l'ancienne province du Katanga. Et donc, je suis plus proche du sud et du nord Kivu. Lorsque y a la guerre au nord et au sud Kivu, moi, je suis touchée. Je suis même frappée de plein fouet. Moi, c'est-à-dire ma province. Donc, parce que c'est des provinces qui sont interdépendantes. Il n'y a pas de problème interethnique au Congo. Je vais vous dire, parce qu'il est en train de porter le discours mensonger de Kagame, et je suis désolée. Le président français, c'est un homme très cultivé, et j'ai beaucoup de respect à son égard. Aujourd'hui, dans l'armée congolaise, je ne prends qu'un seul exemple de l'armée. Dans l'armée congolaise, les plus gradés, ceux qui sont plus gradés dans l'armée, c'est une seule ethnie. C'est l'ethnie Tutsi. Mais il n'y a jamais eu de problème. Ils sont là, ils travaillent, ils commandent. C'est des Congolais. Ils ont prêté serment sur le drapeau pour défendre l'intégrité territoriale. Donc, il n'y a pas de problème interethnique. Ça va venir d'où? Nous travaillons ensemble. Je vais vous dire, le ministre aujourd'hui des infrastructures, il est même ministre d'État aux infrastructures, il est de l'ethnie Tutsi. Mais que de dire qu'un président de la République dise qu'il y a des problèmes à l'est du pays, des problèmes interethniques qu'on doit régler, il n'y a jamais eu de problème interethnique. Nous, les Congolais, nous sommes unis. Que vous soyez du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, nous sommes tous des Congolais et nous sommes unis. Madame, quand Foreman a rencontré Mohamed Ali à Kinshasa, j'avais à peine 19 ans et j'étais là. Et Mohamed Ali a gagné. Ça a été une fête populaire. À l'époque, tout le monde savait que la République démocratique du Congo est un pays uni et indivisible. C'est ce que d'ailleurs on a dit à Mobutu. Vous avez fait une action internationale extraordinaire. Il faut faire en sorte maintenant qu'il y ait ce que j'appelle des retombées. Mais Mobutu était resté trop longtemps au pouvoir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été lâché entre-temps par l'Occident. Aujourd'hui, madame, c'est une fierté de voir que vous autres, femmes, que vous venez au secours de votre propre pays parce qu'il n'y a pas d'esprit ethnique. En République démocratique du Congo, l'esprit ethnique n'existe pas. Et nous sommes, nous autres panafricanistes, quand nous allons en République, quand nous on a été reçus comme pratiquement les fils du pays. C'est-à-dire, madame, ce que vous dites là, mais c'était la même, c'est-à-dire que c'était ce que j'appelle l'accueil populaire des populations de la République démocratique du Congo. Donc, ce que je voudrais savoir, comment se fait-il, l'Union africaine, madame, qui devrait prendre de très bonnes résolutions, avant même l'ONU, c'est l'Union africaine qui doit dire, Kagame, puisque tu attaques un pays frère, eh bien, tu es exclu de l'Union africaine, aussi longtemps que tu attaqueras la République démocratique du Congo. Comment se fait-il que Kagame arrive aujourd'hui à corrompre l'Union africaine pour ne pas, justement, qu'on le chasse de l'Union africaine aussi longtemps que Kagame agressera les enfants, les femmes, les vieillards. Ce n'est pas normal. L'Union africaine doit s'en saisir. Au-delà de toutes les considérations subalternes d'ailleurs, la vérité c'est que la République démocratique du Congo est agressée par un pays frère. Ce pays frère doit être exclu de l'Union africaine. Madame, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'Union africaine est assez courageuse? Vous l'avez si bien dit.
Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Nous nous posons aussi ces questions-là. Vous savez, messieurs les journalistes, la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. L'Union africaine n'a pas de moyens. Les moyens de l'Union africaine proviennent de l'Occident. C'est l'Occident qui prend en charge l'Union africaine. Et c'est l'Occident qui nous agresse derrière les Rwandais. Vous comprenez? Les multinationales ne sont pas rwandaises. Elles viennent de l'Occident. Celles qui exploitent nos minéraux, celles qui achètent les minéraux de sang et qui viennent se prévaloir de ces minéraux ici. J'ai rencontré le jour de la manifestation une femme qui est écologiste, qui se plaignait effectivement de ces minéraux-là. Le fait de se prévaloir que nous, c'est nous qui achetons les minéraux, c'est nous qui produisons tel ou tel autre matériel, mais ils les produisent avec les minéraux de sang. Vous comprenez? Et la dame qui faisait ces analyses, elle est africaine, et je lui ai donné raison. Donc l'Union africaine est nourrie et soutenue par l'Union européenne. Moi, je me rappelle, quand j'étais députée, j'allais aux ACP. J'allais à la réunion des pays des ACP, pays des Caraïbes, Afrique, Caraïbes, Pacifique, parce qu'on faisait tout le temps des réunions mixtes avec nos collègues de l'Union européenne, à Bruxelles souvent. Et est-ce qu'on avait des décisions à prendre? Lorsqu'on nous imposait des questions comme des migrations, il faut arrêter les migrations, il faut arrêter les migrations. Je posais la question à mes frères maliens. Je leur posais la question à mes collègues maliens, nigériens, tchadiens, que sais-je encore, burkinabé. Je leur posais la question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne les responsabilisez pas? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous venons, le thème c'était immigration clandestine. Mais qui ont fait que cette immigration clandestine soit de mise? C'est eux qui ont créé ça, qui ont créé ces migrations. Il y a plusieurs vagues de migration. Les jeunes gens croient que l'Europe c'est un Eldorado, il faut quitter chez nous pour venir en Europe. Mais chaque fois, ils nous embêtent. Je dis à mes collègues, maliens, burkinabés, nigériens et tchadiens, que vous ne voyez pas que ces sujets-là nous embêtent. Mais mettez quand même fin à ça. Pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas la vérité? C'est un peu ça pour vous dire, c'est la même chose. Là où nous étions aux ACP, les ACP ne vivaient que de la bourse de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est la même chose que l'Union africaine. Parce que l'Union africaine n'a pas de décision. Si les décisions de l'Union africaine sont ambiguës, vous voyez quelque chose qui est A. Au lieu de dire que c'est A, vous dites B. Là, ça ne va pas. Donc, vous l'avez si bien dit dans votre analyse, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vous mets à l'aise. Nous allons faire un grand débat prochainement sur les réformes à entreprendre pour rendre l'Union africaine crédible et efficace. Et je vous donnerai le flyer tout à l'heure. Et vous serez parmi les personnalités qui vont intervenir. Malheureusement, je ne suis pas diplomate. C'est vrai, je comprends, mais vous nous enverrez quelqu'un qui puisse vous représenter. Ah oui, peut-être. Donc, on fera un grand débat pour réformer l'Union africaine, lui permettre de prendre des décisions courageuses quand la situation dégénère, comme c'est le cas. Maintenant, je rends hommage quand même à l'ONU. L'ONU a toujours dénoncé ce que fait Kagame en République démocratique du Congo. Les prêtres congolais, je les salue. Tous ces prêtres qui se réunissent, qui disent non, ça suffit de piller les matières premières de la République démocratique du Congo, eh bien voilà des gens courageux. C'est-à-dire que tout n'est pas je veux être ministre ou je veux être ambassadeur. Le patriotisme est aussi quelque chose de bien. Donc, madame, je crois que vous devez partager la position de l'ONU, qui est sans ambiguïté, et aussi la position des prêtres, des religieux, qui disent que trop c'est trop, il faut arrêter la souffrance exercée par Kagame sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis tout à fait d'accord avec l'ONU. Voilà. La résolution d'ailleurs de l'ONU était portée par la France. Et là, je ne peux pas seulement jeter des pierres sur la France. C'est la France qui nous aide à porter les résolutions des Nations Unies.
Mais ce que nous demandons à la France, c'est aller tout droit au but et de cesser de soutenir en catimini un État qui nous agresse, un État qui crée des désordres dans notre pays. Par rapport aux prêtres ou aux protestants qui sont en train de chercher à ce qu'il y ait la paix, nous sommes tout à fait d'accord avec tous ceux-là qui prennent des décisions en tant que patriotes. C'est pour cela que vous nous voyez, nous ne sommes pas soutenus, mais nous sommes là, nous nous disons, allons-y. Nous sommes des patriotes, nous sommes des filles de ce pays, nous n'allons pas laisser le mensonge s'enraciner. Il faudrait arriver à un certain moment, il faut arriver à arrêter le mensonge et à expliquer aux gens la vérité qui existe dans ce conflit qui est entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, le cas de Joseph Kabila, madame, qui a régné longtemps, Joseph Kabila, il s'est enrichi. Ça, personne ne peut le nier. Je ne suis pas là pour l'accuser. Je constate. Il a eu beaucoup d'argent, il en a déposé un peu partout, en Suisse, en France et ailleurs. Il a régné. Et entre-temps, il semble être rattrapé par la justice congolaise. Je dis bien il semble, puisque la justice congolaise est en train de dire que voilà, Joseph Kabila est un peu complice de ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas? Est-ce que Joseph Kabila est pratiquement complice de l'agression exercée sur son pays par les Rwandais ou pas? Est-ce que Joseph Kabila doit ramener tout ce qu'il a pu amasser comme magot, beaucoup d'argent? Est-ce qu'il doit rapporter tout cet argent pour construire des hôpitaux, des écoles et donner à manger à ceux qui ont faim en République démocratique du Congo en tant que sénatrice, tout en étant une personnalité qui apaise, qui explique? Que pensez-vous de la situation de Joseph Kabila? Donc, je ne vais pas parler de sa situation parce qu'il n'est même pas au pays. Je vais parler de ce que je sais. Parce que vous me posez la question en tant que sénatrice. Le président du Sénat, lors de l'avant-dernière plénière, il nous a fait savoir dans sa communication qu'il a été saisi par les procureurs de la Cour d'ordre militaire pour demander la levée de ses immunités parce que vous savez que Joseph Kabila est revêtu d'un statut particulier en tant qu'ancien président de la République et qu'au Sénat, il est sénateur à vie. Et donc, il y a un statut particulier qui le couvre et le procureur près la Cour d'ordre militaire a demandé la levée de ses immunités. Le président de l'Assemblée du Sénat plutôt, nous a fait cette communication et nous attendons la suite. Donc là, je ne vais pas me prononcer avant que nous n'ayons la suite. Madame, vous êtes une grande diplomate et je salue votre retenue. Maintenant, nous, ce qu'on dit, les panafricanistes, c'est le moment de vous soutenir. Où sont les panafricanistes? Mais madame, je voudrais savoir ce que deviennent les lumumbistes dans tout ça. Vous savez, le Lumumba, de la manière dans laquelle il a été exécuté, je pense qu'il a laissé dans ce pays des gens qui sont de véritables patriotes et qui disent le pays d'abord, toujours le pays. Alors, quel est l'apport aujourd'hui des lumumbistes dans la situation actuelle? Non, il existe des patriotes. Je ne sais pas les dénombrer, je ne sais pas les citer, mais il existe des patriotes qui disent si nous avons nos problèmes internes, nous allons les résoudre à l'interne. Et nous n'allons pas inviter les Rwandais à venir chez nous avec tout ce que nous connaissons comme depuis qu'ils sont arrivés, depuis ce qu'ils ont fait en 1996 quand ils ont accompagné Laurent Désiré Kabila. Et en 1998, ils sont revenus contre lui. Et aussi, ils ont continué les affres parce que jamais on a connu la paix au Kivu, que ce soit au nord ou au sud Kivu, avec la présence des troupes rwandaises. Je ne vois pas les panafricanistes, comme vous les citez, soutenir l'action du Rwanda. Donc, il y a des patriotes qui disent s'il y a des problèmes, nous les résolvons entre nous.
Et nous n'allons pas inviter un pays voisin pour que ce pays voisin nous trouve la paix. Surtout pas prendre les armes contre son propre pays. Alors, maintenant, il faut la réconciliation nationale. Ça, c'est capital. Et je suis content que vous ayez mis l'accent sur le fait que les Congolais doivent se retrouver, parler entre eux, trouver des solutions idoines, des solutions sérieuses, des solutions pérennes, disons. Maintenant, comment vous voyez cette démarche? Est-ce que, en tant que sénatrice, quand vous prenez contact aussi bien avec les prêtres qu'avec les hommes politiques, est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils veulent la paix? Et qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour aller vers la réconciliation? Oui, mais les prêtres, je les vois continuer à consulter. Ils consultent. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent peut-être être à l'extérieur du pays. Ils étaient ici aussi. Je pense qu'ils sont en train de consulter à l'extérieur. Mais sinon, déjà au niveau du pays, le président de la République a créé une structure qui consulte tout le monde, qui consulte les politiques, qui consulte la société civile, qui consulte les hommes disons les religieux, donc toutes les religions, protestantes, catholiques, musulmanes. Je pense que tout le monde est consulté. Et jusque-là, je pense que ceux-là qui étaient commis à cette consultation n'ont pas encore, je ne sais pas, à moins que je ne m'abuse, à moins que je le sache, en tout cas, je n'ai pas encore suivi une information selon laquelle ils ont remis le rapport de leur consultation au président de la République. Mais sinon, je sais que les prêtres catholiques, les protestants de SCC, donc il y a la CENCO, qui est la communauté, je ne sais pas moi comment je peux appeler ça, de l'Église catholique, la CENCO et SCC. SCC, c'est l'Église du Christ au Congo, qui sont les deux groupes qui consultent, qui vont même à l'extérieur. Je les ai vus aller au Rwanda, en Ouganda, ici en France. Je crois qu'ils sont allés à Bruxelles. Je ne sais pas s'ils sont allés aux États-Unis aussi. Dernièrement, j'avais appris qu'ils étaient à Doha. Ils sont en train de consulter. Alors, madame, ce qui est important, c'est l'œuvre de la diaspora pour amener la paix dans votre pays. La diaspora compte beaucoup. La diaspora congolaise, elle est partout. Elle est en Belgique, elle est en France, elle est aux États-Unis. Leur apport pour amener la paix est important, capital. Alors, quand vous les approchez, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous êtes un peuple qui a toutes les chances. Les plus belles musiques, que ce soit rumba et autres, tout cela vient de la République démocratique du Congo. Même ces musiciens, quand ils s'impliqueront, et ils s'impliquent, je l'espère bien, dans la recherche de la paix, on peut encore les entendre. Alors, quand vous rencontrez la diaspora congolaise de France, par exemple, qu'est-ce qu'ensemble vous proposez, qu'est-ce que vous vous disiez? Oui, nous avons rencontré la diaspora ici, quand nous étions ici au mois de mars. Nous partageons les mêmes sentiments. Qu'il faut travailler pour toucher les cœurs des gens, dans la même logique de la déconstruction de l'histoire. Parce que les gens ici, d'abord notre guerre, s'il faut le dire, c'était une guerre sans image. C'est une guerre sans image. C'est une guerre sans son. Les gens apprennent, comme ça là en passant, il y a la guerre en République démocratique du Congo. Mais les gens ne connaissent pas les retombées de cette guerre. C'est pas on diffuse les images comme on les fait pour l'Ukraine, comme pour la bande de Gaza. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a peut-être pire qu'en Ukraine. Pire qu'en Ukraine. Mais qui devrait en parler? Et donc, la diaspora, nous l'avons sensibilisée. Comme je vous ai dit, on a dit à la diaspora, n'attendez pas que le président de la République vienne vous réunir. Nous avons besoin de votre sursaut patriotique.
pour que nous menions ce combat. Parce que notre nation, la dignité congolaise est bafouée à travers cette guerre. Bafouée. Lorsque seulement ces agresseurs considèrent le viol comme arme de guerre, ils avilissent la femme, c'est-à-dire c'est toute la nation qui est avilie. Vous comprenez? Ah, Et donc, elle est consciente, la diaspora qu'on a rencontrée ici. Elle est constituée, bien sûr, comme vous le dites, des artistes, des intellectuels qui vous font de très bonnes analyses et qui ont dit, nous sommes tout à fait d'accord, et même les jours où on a sorti notre comité des justes, elle était là, elle a pu témoigner, elle va continuer ce combat et nous lui avons demandé de ne pas baisser le bras, de parler, continuer à parler. Il ne faut pas seulement avoir beaucoup de moyens pour faire ce que nous faisons. Non. Il faut d'abord avoir la volonté et trouver quelque part des interlocuteurs qui relaient le message. Qui relaient le message. Et vous les verrez. Souvent, ils vont passer sur votre chaîne. Vous verrez Madame Louisa Mesreb, qui est la chargée de mission ici en France. Elle est française. Elle passera aussi. Peut-être après moi, peut-être une semaine après moi. Elle passera aussi pour parler, pour sensibiliser l'opinion française afin que les gens connaissent quelle est la vraie raison de la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut faire d'un malheur un bonheur. C'est-à-dire que vous avez subi beaucoup de malheurs. Il faut aujourd'hui renverser la vapeur. Ne pas rester dans ce malheur. En faire une force qui vous motive, une force qui vous donne encore plus de force pour que la situation change. De ce point de vue, les artistes congolais, il faut faire appel à leur talent. Il suffit qu'ils prennent Bercy en disant nous faisons un grand concert pour le soutien à notre pays, mais en même temps nous passons par ce concert pour expliquer la situation de notre pays. Si les Européens se mettent d'accord pour sauver l'Ukraine, ce concert, ça s'inscrit dans ce machin-là, dans cette optique. C'est-à-dire, nous voulons que les Africains d'abord fassent bloc contre le Rwanda. Nous voulons que la communauté internationale fasse bloc contre le Rwanda. Eh bien, s'ils font un concert ici, les musiciens congolais font un concert à Bercy ou ailleurs, nous serons là pour porter haut et fort le flambeau. La musique aussi, madame, je vous le dis tout de suite, est une arme quand on sait l'utiliser. Myriam Makeba, madame, elle n'avait que sa voix, que son comportement et en même temps que sa vision panafricaniste. Myriam Makeba, artiste engagée à fond contre l'apartheid à l'époque, elle a fait beaucoup de très bonnes choses. Est-ce que ce message, vous pouvez le transmettre à vos musiciens, ces grands musiciens? Soyez comme les Myriam Makeba, debout pour votre pays, plus que jamais. Est-ce que vous pouvez leur transmettre ce message? Oui, bon, ils le savent. Ce n'est pas question que je transmette le message. Dernièrement, il y a eu la production d'un grand artiste congolais, Maître Gims. Et il s'est manifesté ici à Paris. Et il a récolté de l'argent pour faire des dons aux enfants qui souffrent au Kivu. Et il y a eu beaucoup de monde. Il a été soutenu par les Français. J'espère qu'il y avait aussi les Africains. Dans ce que nous faisons, il y a des artistes africains qui se sont manifestés en tant que blogueurs, en tant qu'influenceurs, pour dire que nous sommes là, nous allons... Ils vont même constituer un chant, oui, pour répéter ce que dit notre manifeste. Ils vont chanter notre manifeste pour interpeller les consciences,
Le conscience des Africains, comme vous le dites, et vous avez raison de le dire, et aussi le conscience des Européens, le conscience de tout le monde, de toutes les femmes et tous les hommes, et tous les hommes plutôt animés de bonne volonté, qui soutiennent la voie de la République démocratique du Congo. Alors, maintenant, la Belgique, votre ancienne tutrice, je pense qu'elle est du côté de la République démocratique du Congo, qu'elle aussi va vous aider auprès de l'ONU à vous faire entendre, je pense. Hein. Non, la Belgique a sanctionné. Voilà. Mais oui, la Belgique a sanctionné. Aujourd'hui, je pense qu'il y a même rupture de relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. La Belgique, elle a été forte. Le Premier ministre belge, il a dit sans embâche qu'il n'était pas normal, comme à l'époque de Chirac. Nous, Congolais, nous regrettons la mort de Chirac. La Belgique, c'est comme à l'époque de Chirac. La Belgique a dit à Kagame, pas question. Il lui a dit, si tu ne sors, il a sanctionné. L'aide est coupée. Et aujourd'hui, Kagame essaie de se justifier, mais c'est trop tard. Nous saluons l'action de la Belgique. En tout cas, cette fois-là, on a quand même un gouvernement qui a compris en Belgique, qui a compris qu'en tout cas, trop c'était trop, et qu'il fallait que Kagame soit en tout cas, il est mis sous le banc des accusés et qu'il doit quitter la République démocratique du Congo. Et pour la Belgique, l'intangibilité du territoire, des frontières et le territoire de la République démocratique du Congo ne sont pas discutables. C'est pourquoi je vous remettrai le journal où, quand Chirac a reçu Laurent Désiré Kabila, je vous le remettrai avant votre départ. C'était exactement ce que Chirac voulait, c'est-à-dire ne pas agresser la République démocratique du Congo. Et Chirac l'avait dit à Laurent Désiré Kabila, faites tout pour que votre pays reste uni. Surtout, il y a la mafia. Il y a une mafia. Madame, vous avez des matières premières de qualité. La mafia vous guette à tout moment et à tout bout de champ. Donc, Laurent Désiré Kabila, c'est dommage. Hein. Je vous assure que s'il avait écouté Chirac, et s'il nous avait écouté, je suis sûr que la situation actuelle... Non, il avait écouté, c'est pour cela qu'ils sont partis. Ils sont partis, une année après, ils sont rentrés pour lui faire la guerre. Absolument, absolument. Alors, on va vers la fin de notre émission. Je suis personnellement très fier de recevoir ici une battante, une femme qui a la dignité, une femme qui porte à bras le corps l'avenir de son pays. Si vous avez un message à passer à la jeunesse de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous lui diriez à la jeunesse actuelle de la diaspora ou de l'intérieur? Qu'est-ce que vous allez leur donner, qu'est-ce que vous allez leur passer comme message? Défendre l'intégrité de notre territoire. Défendre l'intangibilité de nos frontières. Les deux termes sont indiscutables. Nous devons être des patriotes. Ce n'est pas un problème du président de la République, du gouvernement, du président de l'Assemblée, des sénateurs ou du président du Sénat ou des députés. C'est un problème de chaque Congolais qui doit savoir défendre la nation. Notre hymne national le dit, dressons nos fronts longtemps courbés. Et nous devons dresser nos fronts qui ont été longtemps courbés. Nous, en tant que patriotes, nous, en tant que filles et fils de la République démocratique du Congo. C'est l'unique message que je vais laisser, que je vais faire passer à notre jeunesse. Partout où elle se trouve. Ne pas dire, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire du président. C'est pas mon affaire, c'est l'affaire des politiciens. C'est pas mon affaire, c'est notre affaire à nous tous. L'intégrité de notre territoire, l'intangibilité de nos frontières sont indiscutables. J'ai envie de dire Ngeta, c'est-à-dire, madame, la victoire est certaine. Merci. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous êtes l'avenir d'un continent qui est pratiquement par terre. Et nous serons toujours là, les bons journalistes. Les journalistes engagés, patriotes, et qui disent les choses telles que ça se doit. Non pas des journalistes alimentaires qui vont se coucher devant la désinformation en République démocratique du Congo. Et alors, madame,
C'est là où je veux lancer un appel à la presse congolaise. Donnez les bonnes informations sur votre pays. Ne laissez pas les médias capitalistes, colonialistes, madame, et ce que je dis c'est vrai. Ces médias qui essayent de nous dresser les uns les autres, parce que Kagame peut leur donner de l'argent. Kagame est un corrupteur, madame. Et il faut que les journalistes congolais, avec nous autres, qu'on soit capable de barrer le terrain, de barrer le chemin à ces médias fantaisistes, je dirais même qui alimentent les guerres ethnico-politico en Afrique, pas seulement en République démocratique du Congo, par la désinformation. Donc, madame, il faudrait que vous ayez un mot pour la presse internationale, mais aussi pour la presse congolaise, et dire aux journalistes, ne vous laissez pas du tout corrompre. Si Kagame vous donne de l'argent pour aller mentir, dites non. Et puis, vous pouvez même prendre l'argent, mais allez dire tout le contraire sur Kagame, en disant, voilà, il nous a donné l'argent, et aujourd'hui, on vient ici pour le démentir. C'est un corrupteur. On arrive vers la fin, madame. Allez-y. Non, vous l'avez si bien dit, je ne vais pas vous répéter. Vous l'avez si bien dit, votre sensibilisation à l'égard des médias africains en général, et en particulier ceux de la République démocratique du Congo est claire. Je l'ai dit quand j'ai lancé le message du patriotisme. Non seulement à notre jeunesse, c'est à tous les Congolais. À tous les Congolais. C'est d'abord le pays que nous devons défendre. Chacun dans son espace. Chacun dans son espace doit défendre la République démocratique du Congo. Bec et ongle. Nous n'allons pas transiger. Non, c'est d'abord notre pays que nous devons soutenir. Et donc je pense que ces médias vont se sentir... c'est une corporation qui est gérée par une structure. Et j'espère que s'il faut rappeler à l'ordre, il faut rappeler à l'ordre leur corporation. Je suis politique, je ne vais pas m'ingérer dans ce qui se passe à travers les médias. Mais sinon, il y a un ministre des médias qui est un jeune, un patriote, qui pourra peut-être faire passer ce message. Mais sinon, ce que j'ai fait à la jeunesse concerne tout le monde, concerne toutes les couches de la population congolaise. Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé, madame, est une émission ici, sur ce plateau, ouverte à tout le monde, les femmes, les hommes, les créateurs, les penseurs, les artistes, madame. Dites-leur que leur télévision, c'est ici, et qu'ils seront toujours les bienvenus. On arrive à la fin de l'émission. Madame, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et on remercie toutes les femmes congolaises engagées comme vous. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.